Alors Bernard, est-ce que tu peux me dire où on se trouve exactement là? Donc à Fertan, sur la partie stock de sciage, donc dans la partie arrière de la scierie, c'est l'endroit où je sèche, où je ressuie les bois qu'on a achetés l'hiver précédent. Donc principalement des érables et des épicéas ici. Et ça va rester à cet endroit-là pendant 6 mois, 1 an, hein, le temps que le bois perde la plus grosse partie de son humidité. L'activité principale de notre entreprise, c'est de préparer du bois pour les luthiers. Donc on est scieur de bois de lutherie. 99-95% de nos clients sont des luthiers ou des gens qui ont une attente forte sur la mécanique du bois. Donc ils viennent nous voir parce ils ont besoin d'une pièce de bois qui soit dynamique, élastique, résistante, etc. Donc c'est principalement les luthiers, à savoir des gens qui fabriquent des instruments de musique tels que le violon, la guitare, le violoncelle, la contrebasse, éventuellement des cornemuses, des flûtes, mais aussi des clavecins, mais aussi des orgues, etc. Ce qui caractérise nos clients, c'est que c'est en général des petites entreprises, donc des gens qui fabriquent 1, 2, 10 instruments par an. L'autre particularité, c'est qu'à ces gens-là, on ne proposera que des bois européens. Donc principalement érable et épicéa, puisque c'est les deux bois qu'on trouve principalement dans la lutherie traditionnelle. L'épicéa pour la table de l'instrument, et puis l'érable en général pour la caisse. Et puis par extension, on propose aussi du buis, du noyer, du cytis, du mélèze, etc. Toutes les essences que les luthiers peuvent acquérir pour fabriquer des psalterions, des archets ou des cornemuses. Je sélectionne des grumes en forêt, en l'occurrence des épicéas. Ces grumes d'épicéas sont ramenées ici à la scierie, elles sont billonnées et sur le ruban, je vais faire mes planches. À ceci près que je les scie sur le quartier, comme vous partagez une tarte. Ouais, c'est ce que je vois, c'est très particulier, c'est pas parallèle tout ça, c'est pas des vraies planches. C'est des vraies planches pour des luthiers. D'accord. Hein, et c'est des vraies planches parce que dans toutes ces planches-là, on a les deux structures majeures du bois, à savoir le fil, dans le sens de la longueur, et la maille sur le rayon du bois. C'est ce qui va donner la dynamique et la résistance au bois. Si on veut avoir une planche qui sonne, qui résonne, qu'on puisse utiliser en table de guitare, de clavecin, il faut absolument qu'elle soit sciée sur la quartier, donc qu'elle contienne la maille. Et il faudra aussi que le bois soit de fil. Donc ça, c'est le tout premier critère qu'on doit respecter. En aucun cas, on ne peut utiliser un bois qui twist. Vous êtes tous allés dans les vergers de vos grands-parents ou je ne sais pas quoi, vous avez déjà vu un prunier, en général 90% des pruniers ils twistent, ils tournent, ils ont une fibre torse. Ça c'est impropre à la lutherie puisque mécaniquement ça va se déformer et ça ne va pas du tout être intéressant. Je vois qu'il y a des morceaux de bois suspendus, tu peux me dire de quoi il s'agit exactement? Alors on suspend une partie du bois, notamment les érables, pour deux raisons. D'abord parce que c'est très économique en place. Ça permet au bois de bouger s'il a envie de bouger. Donc nous, on va pouvoir vérifier qu'il ne bouge pas pour des utilisations très particulières, notamment pour les manches de guitare basse ou des choses comme ça, là où on a besoin d'avoir une grande qualité de bois et on veut vérifier que le bois a ces qualités-là. Voilà, typiquement les planches qu'on scie ici, hein, donc on les scie bien sur le quartier, hein, pour toujours contenir la maille. Ensuite, c'est du bois qui est parfait de fil, donc ça a été vérifié en forêt déjà au moment de l'achat, donc on n'a pas de bois qui twist, mais on a vraiment un bois qui est droit fil. À la scierie, je m'arrange pour toujours noter deux planches contiguës, deux planches jumelles, deux planches qui se suivent, dans lesquelles je vais pouvoir faire les deux demi-tables, en l'occurrence ici des altos, mais ça peut être des violons, c'est un peu le même principe. Et puis sur chaque table, je vais noter le nom et l'origine de la pièce, donc 19D 2167. C'est l'arbre D de l'année 2019, etc. Et ce code-là va rester jusqu'à la fin de la vie de l'arbre, jusqu'à la fin de la vie de la planche, puisque même le luthier a accès à l'information. Ça va lui permettre de dater son bois, de savoir d'où il vient, et puis d'avoir accès à une fiche qualité un petit peu du bois. Et puis moi, je vais avoir le retour aussi, au bout de quelques années, où le luthier va me dire, bah, écoute, 19D c'était super, par contre 19E c'était un peu mou, etc.
Et ça va me permettre au fil du temps d'avoir une banque de données. D'avoir une banque de données et puis d'affiner les achats. Parce qu'il y a des massifs sur lesquels quasiment je ne vais plus. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup trop de problèmes. Et puis sur l'érable, on n'a pas vu tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est qu'un érable ondé? Un érable ondé, ça va être un érable qui a une fibre qui est ondulée, hein, c'est-à-dire que plutôt que d'être parfaitement droite, elle va avoir une structure hélicoïdale. Et c'est la juxtaposition de ces structures-là qui va produire le dessin de l'onde. Hein. Et c'est ce dessin-là qu'on va retrouver sur le dos du violon. Hein. Ok, voilà. D'accord. Donc c'est recherché par le luthier pour son aspect esthétique. Et ce caractère-là, donc il est assez rare. Moi j'estime que c'est 1 sur 800, 1 sur 1000 sujets sycomores qui présentent un caractère ondé intéressant, sachant qu'il faut qu'il soit de gros diamètre, sain, droit fil, pas creux, pas de défaut, pas de mouche, pas de brogne, pas de champignons, etc. Ce qui fait que c'est une chasse qui est assez compliquée. Hein. Ça ne se trouve pas à tous les coins de rue, quoi. Pas sous les sabots d'un cheval, comme on dit. Hein. Donc là, on est au niveau du stock de produits finis. Hein, donc ce qu'on vend, c'est vraiment des planches. Hein, c'est quelque chose de très sommaire en termes de débit. On va retrouver les 2 pièces qu'on a vues sous le haut vent tout à l'heure. Donc c'est toujours 2 pièces jumelles qui vont servir ici, par exemple, à faire une table d'alto. Hein, donc moi j'ai simplement tracé pour donner au client une idée de ce qu'il va pouvoir faire avec, et en fonction des défauts qu'on va pouvoir trouver ou des qualités qui sont contenues dans la planche, je vais classer les bois dans telle ou telle qualité. Okay. Et c'est quelque chose qui est très ouvert et très rapide, c'est-à-dire que pour vous donner une idée, dans la classe S, en table de violon, il y a des pièces que je vais pouvoir vendre 70 €. Et puis il y en a d'autres qui vont valoir 7 €. C'est bien pour dire que ce qu'on vend, c'est pas seulement de la matière, c'est aussi de la mécanique. Ce qui va compter, c'est la qualité de la coupe, la qualité du fil, la qualité du grain. On a beaucoup d'exigences sur la mécanique du bois. Donc la mécanique, il y a des critères objectifs, ça se voit. Je dirais que voilà, avec l'expérience, on peut apprécier un certain nombre de choses. Mais de plus en plus, les gens nous demandent de les vérifier et puis de leur donner des indices. Donc les indices en question, c'est vitesse ou capacité du bois à transmettre un message et masse volumique. Et ça, tu le mesures avec quoi? Tu as des instruments? La masse volumique, il suffit d'avoir un pèse-lettre un peu précis. Et puis la vitesse, on fait ça avec ce qu'on appelle un lookie, mais ça peut être, il y a d'autres instruments qui sont utilisés notamment par les archetiers ou par les gens qui font des avions ou des gens qui ont des exigences mécaniques sur le bois. On envoie un message d'un bout et on mesure le temps qu'il met pour arriver de l'autre côté et on en déduit la vitesse. Okay. Et le coefficient d'élasticité du bois, c'est une combinaison entre la capacité du bois à transmettre le message et sa masse volumique. Les bois du Jura, en l'occurrence, sont réputés très rapides. Par contre, ils sont souvent un peu lourds. Alors que les bois des Alpes sont souvent beaucoup plus légers en masse volumique, mais ont une moindre capacité de transmission. Donc on peut être bon, l'épicéa peut être bon soit parce qu'il est très léger, soit parce qu'il a une grande capacité à transmettre. Et les bois du Jura sont plutôt très vifs. Ça veut dire qu'ils vont être très appréciés, notamment pour la guitare. Donc là, on est sur des fournitures d'alto, hein, le grand frère du violon, on va dire. Et on a ici des érables ondés, hein, puisqu'on va trouver sur ces érables-là ces figures rayonnantes qu'on appelle les ondes. Donc des ondes, il y en aura de différentes qualités, on va dire. Il peut y avoir des ondes fines, croisées, il peut y avoir des ondes qui sont plus larges. Voilà, il y a toute une diversité de dessins. Il n'a pas la même vocation que l'épicéa qu'on vient de voir. Il a presque la même vocation, il n'est pas utilisé au même endroit. Hein. L'érable, c'est pour le fond, le manche et les éclisses de l'instrument, et l'épicéa, c'est pour la table. Ceci dit, l'érable aussi va vibrer. Hein. C'est aussi pour ça que depuis le Moyen-Âge, les facteurs d'instruments avaient bien repéré que les 2 essences de bois les plus dynamiques, les plus intéressantes à utiliser pour la lutherie, c'était l'érable et l'épicéa. On n'utilise pas de chêne ou de hêtre, qui sont des bois qui ont une énorme capacité
d'amortissement. Et outre les qualités, on va dire, esthétiques du bois, le luthier va s'intéresser aussi à la mécanique du bois. Pour ça, il va regarder un peu la qualité de la structure du bois. Donc, pour avoir les meilleurs résultats, on va chercher, nous, des bois qui ont des croissances très lentes. D'accord. Que ce soit pour l'épicéa, alors lente, pas forcément, mais en tout cas régulière. Et puis pour l'érable, il semblerait que ce soit vraiment très intéressant d'avoir des pousses lentes. Donc des pousses lentes, ça ne veut pas forcément dire des bois d'altitude, hein, ça veut dire des vieux bois. Un vieil érable, un bois qui fait 80, 100 de diamètre, qui a 200 ans et plus, a en général des années de croissance qui sont très serrées. C'est pour ça. Ce qu'on appelle les années de croissance, c'est les cernes. Hein, le cerne annuel. D'accord. Voilà. Hein, donc une succession de cernes annuelles qui soit très serrées. Même si on peut faire tout à fait des violons avec des bois qui ont des croissances un peu plus rapides. Celui-ci a des croissances un peu plus rapides. Le point commun qu'il y a entre ces deux-là, ça va être la qualité du cerne annuel, du bois final, qui est toujours très discret. Ce dont tu me parles, c'est la composition du cerne, c'est ça. C'est voilà, un bois de printemps, comme tu appelles ça, et un bois d'été. Donc l'année de pousse, hein, c'est du printemps, on fait du blanc. Et puis d'un seul coup, au mois d'août, on va faire du rouge. On fait du bois final. D'accord. Et ce qui est important, c'est d'avoir un bois final qui soit le plus discret possible, puisque ce qui est lourd dans le bois, c'est le bois final. Donc là, on est sur des tables de guitare. Les deux familles d'instruments pour lesquels on travaille le plus, c'est la famille du violon, donc violon, alto, violoncelle, contrebasse, hein, les instruments du quatuor, on va dire, qui ont des tables voûtées. Et puis, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis maintenant, on travaille énormément pour la guitare. La guitare, c'est un instrument qui est fabriqué partout sur la planète et pour lequel les luthiers ont de très fortes exigences, notamment sur l'épicéa, sur la table. Donc la table de la guitare, je l'ai tracée sommairement ici. C'est toujours pareil, hein, c'est deux pièces de bois qui sont jumelles et qui vont être appareillées, on dit book match, hein, à livre ouvert. D'accord. De telle sorte qu'on va avoir le même esthétique sur la partie droite et la partie gauche, et surtout la même mécanique à droite et à gauche. Okay. Et le luthier va vouloir une qualité de bois phénoménale sur la table de guitare en très haut de gamme. Donc c'est une qualité de fil parfaite, la maille contenue, et puis une vitesse et une capacité de propagation du son qui soit magique. Donc ça, c'est un bois qui a même pas un an de sciage, et qu'on a déjà mesuré à plus de 6000 mètres secondes. Okay. Et si on regarde bien cette table-là, 20Y, donc 20Y, c'est un bois qui vient de chez nos voisins suisses, juste de l'autre côté de la frontière. Donc c'est le Rizou, hein, en gros. Ouais. 1150 mètres d'altitude. C'est un bois qui faisait 80 de diamètre, avec des cernes annuelles qu'on compte à 10-12 par centimètre dans la partie adulte de l'arbre. D'accord. Donc c'est un bois qui a 250 ans, quoi. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on appelle c'est notre très haut de gamme. Et puis en épicéa, on a un autre caractère que certains luthiers apprécieront aussi. C'est ce que les gens de Bois-d'Amont appellent les épicéas mâles, ce que les Italiens appellent les maschio. Les bois dominants, ou que les Américains appellent les épicéas à griffes d'ours, ou les chenilles, hein, c'est ce qu'on voit ici. Donc c'est une petite fantaisie qui apparaît sur la table. Au niveau esthétique, ça va être un petit plus, hein, on va le retrouver pareil sur l'autre partie ici. Et c'est un caractère qui va conférer au bois une très grande raideur radiale. Donc c'est un bois qui a une résistance radiale phénoménale. Donc ça va permettre au luthier de ne pas trop charger la table en barrage, d'avoir beaucoup de liberté, beaucoup de légèreté, et donc d'avoir à la fin un coefficient d'élasticité très intéressant. Ce que tu appelles le barrage, c'est les pièces de renfort sous la table. Voilà, c'est les pièces de suspension qui sont dessous. Quant à la caisse, donc le coffre, hein, les éclisses, le dos et le manche, dans le violon, ils utilisent principalement de l'érable, mais dans la guitare, on a accès à beaucoup plus de diversité. Par exemple, ici, du platane. Donc le platane est intéressant esthétiquement et mécaniquement quand il est scié sur quartier. Hein.
de telle sorte qu'on voit la maille, les rayons médulaires. Quand on est D'accord. sur couche, on est vraiment sur quelque chose d'assez pauvre. Donc on fait un peu de platane. Une essence qu'on utilise énormément pour la guitare, c'est le noyer. Donc le noyer va être utilisé pour la caisse. Et il a beaucoup de succès aujourd'hui parce que les gens reviennent à des bois de pays. On est un peu en train de mettre de côté les palissandres et tous les bois exotiques pour revenir et retrouver des bois européens. Et le noyer, pour ça, est parfait, autant esthétiquement que mécaniquement. Une autre essence qui est très utilisée, notamment dans la lutherie ancienne, ou lutherie dite baroque, c'est le poirier. C'est très confortable de travail. Ça se ratisse merveilleusement, ça prend un vernis et une patine phénoménale. Et puis au niveau mécanique, on va être sur des couleurs de son beaucoup plus rondes, beaucoup plus chaudes, plus profondes que l'érable. Et ça, c'est pour faire la caisse aussi? C'est pour faire la caisse. D'accord. Une essence qui a été longtemps utilisée, notamment dans l'industrie, c'est le merisier, parce que c'est un bois très rapide, donc qui a une grande capacité de vibration. Donc pour le fond et les éclisses, c'est très apprécié. Et puis esthétiquement, il a son charme, puisqu'il a déjà sa couleur et puis sa maille qui vont le faire briller. Et puis celui qu'on vend le plus, c'est comme pour le violon, c'est toujours l'érable quand il est ondé, donc comme celui-ci. Okay. Donc là, c'est typiquement un bois un bois européen. Okay. Donc là, on l'a en érable ondé, mais on peut aussi l'avoir en pommelé. Donc la pomme, c'est cette espèce de relief, un petit peu de dune, de vague, un peu cloudy comme ça. D'accord. Donc tout ça, c'est des petites singularités du bois, quoi. C'est des singularités du bois. Alors pour le pommelé et le moucheté, moi j'ai jamais trouvé ça en Europe de l'Ouest. Ça, je trouve ça en Roumanie, Ukraine, Bosnie. Alors là, on est devant un lot de commandes qui vont partir là, chez les luthiers. Voilà, de la même façon que je scie très peu de bois annuellement par rapport aux autres scieries, quand on a une commande, ça peut être des toutes petites choses. En l'occurrence ici, une fourniture pour un violon. D'accord. Donc là, il y a le bois pour le fond du violon. D'accord. Moi, j'ai préparé le manche et les éclisses qui vont avec, et puis le bois de table, donc en épicéa. Donc tout ça, ça fait en gros 5 kilos. D'accord. Et c'est une expédition. Là, c'est une expédition pour un violoncelle. Ça, c'est 2 violons qui partent en Israël. Ça, c'est des pièces de réparation qui partent chez un luthier qui est en Angleterre, etc. On a souvent des petites commandes ici, puisqu'on a des petits clients qui font des petits copeaux pour des petits instruments. Donc, c'est rarement par camion complet ou par container. Tu dis que tu me parles de petites commandes et tu m'as parlé de volume de bois à l'année. Donc, c'est combien de mètres cubes que tu passes à l'année pour faire tout ça? En achat de bois, les très grosses années, donc par exemple 1998-2000, c'était une centaine de mètres cubes dans l'année. Une petite année comme l'année dernière, c'était 50 mètres cubes. D'accord, ouais, donc de grumes. Ouais, c'est totalement, c'est pas du tout comparable à une scierie, on va dire, classique. Absolument pas. Et puis l'autre chose qui nous caractérise, c'est les rendements. C'est-à-dire que j'achète très peu de bois et je fais énormément de copeaux avec ces bois-là. D'accord. Puisque le rendement matière chez nous est de l'ordre de 20%. C'est-à-dire que quand j'achète 100 kg d'arbres, je vends en gros 20 kg de produits. D'accord. Et avec ces 20 kg de produits, je fais un équivalent de 4, des fois 5 violons, de bois pour faire 5 violons. Sachant qu'un violon pèse 300 grammes sans la touche, 5 x 3, 15, 1,5. Ça veut dire qu'avec 100 kg d'arbres départ, on fait 1,5 kg d'instruments de musique. D'accord. Ça donne une idée du rendement sur la totalité de la chaîne. Ouais. Donc c'est quelque chose de très particulier. Donc là, on est sur une partie, une extension de la scierie qui est un atelier de lutherie. Quand on est arrivé là, comme on avait de l'espace et comme on avait une demande d'amateurs qui voulaient construire des instruments, et comme j'avais vu ça en Angleterre et j'avais trouvé ça génial, on a créé un atelier de lutherie à destination des amateurs.
C'est-à-dire que dans l'été, on reçoit des groupes d'amateurs qui suivent des stages de lutherie animés par des luthiers professionnels qui sont là pour les guider dans la construction de leur guitare, leur violon, leur alto, leur archet, etc. Cet atelier-là, on le met à disposition de professionnels qui se retrouvent chez nous pour échanger sur leurs pratiques, sur leurs techniques, pour travailler sur le vernis, sur la forme, sur le dessin, etc. Et c'est quelque chose qui marche pas trop mal, qui est surtout intéressant pour nous puisque on est à Fertan, on est un petit peu à l'autre bout du monde quand même, un peu isolé. Pour faire venir les gens ici, il faut... Voilà, il faut des carottes et il faut leur donner envie de venir ici. Donc on leur propose cet atelier de lutherie puisque c'est un lieu un peu unique en Europe. Hein. Il y a 3-4 endroits comme ça sur la planète où les luthiers se retrouvent. L'intérêt qu'ils vont avoir, c'est qu'ils sont là, ils n'ont pas les clients sur le dos, ils n'ont qu'à échanger entre eux. On met à disposition un gîte à côté, on s'occupe des repas de midi, etc. Et on les soigne comme ça pendant une semaine. Et des luthiers qui sont ici, c'est comme moi quand je suis dans une chocolaterie, en général, je repasse par la caisse en sortant. Donc ça participe aussi à faire connaître l'activité et puis à s'inscrire dans la profession. Et puis le dernier chantier qu'on a sur l'établi aujourd'hui, je dirais, c'est un peu la transmission de l'entreprise, puisqu'on arrive au bout d'une expérience de 30 ans. Donc en 30 ans, on a assis l'entreprise. Je dirais qu'on a une reconnaissance internationale, en tout cas une clientèle européenne qui nous connaît et ça fonctionne. On est à la recherche de gens qui reprennent le flambeau et qui continuent l'activité, pas forcément comme nous on l'a fait, mais en tout cas il y a un outil qui fonctionne, donc ça serait sympathique que ça dure. Et la profession est absolument demandaire de ça. Il va de soi que la personne qu'on intégrera, on l'accompagnera parce que les clients me connaissent moi ou connaissent Christophe et ils ont l'habitude d'avoir affaire à nous. Il faut absolument accompagner la personne, expliquer ce que c'est que la lutherie, expliquer ce que sont les exigences des luthiers, etc. Donc il y a de toute façon un temps de formation, d'accompagnement et de tuilage qui est indispensable, c'est sûr. La motivation compte plus, à mon avis, que la compétence, parce que la compétence, on peut toujours l'acquérir. Moi, quand je suis arrivé là, je n'avais jamais empoigné un violon. Donc, on peut apprendre. Il faut avoir envie, mettre de l'énergie, et puis ça n'a pas l'air, mais c'est un travail que je sens très tourné vers les autres, puisqu'en fait, on est sur une chaîne. Hein. Moi, je parle aux forestiers, on scie du bois, on le vend aux luthiers. Les luthiers sont en contact avec les musiciens, et c'est toute cette chaîne-là qu'il faut comprendre, et il faut s'inscrire là-dedans. Donc, c'est pas si solitaire que ça. C'est une activité qui a de beaux jours, certes, qui a un bel avenir, parce que le massif du Jura est reconnu, notre entreprise est reconnue. La qualité des sylviculteurs et des forestiers franc-comtois en ferait pas lire pas mal. Donc je dirais qu'il y a un creuset qui est intéressant. Après, il y a toujours des aléas. On en a eu dans les années 90 quand on a vu arriver les marchands de bois de l'Est et puis quand on a vu arriver les fabricants de violons chinois. Donc ça a déstabilisé beaucoup la filière. Aujourd'hui, ce qui va déstabiliser la filière, mais la foresterie en général, je dirais, c'est le changement climatique. C'est un problème de ressources. Donc, et pour pallier à ça, ça veut dire qu'il faut être de plus en plus présent, je dirais, dans la forêt, de plus en plus proche de la source, pour capter la source qui nous intéresse, sachant que nos besoins sont microscopiques au regard du volume français. En France, on dit qu'on prélève 60 millions de mètres cubes par an. Moi, j'ai besoin de 60 mètres cubes par an. Donc, c'est ridicule en volume. Mais ils ne sont pas faciles à acquérir. Il faut être là, il faut être présent, il faut être dans le carnet d'adresse des forestiers. Et puis, comme la ressource est petite, il faut vraiment avoir un œil très fin là-dessus. Moi, je gagne ma vie quand j'achète. Je ne gagne pas ma vie quand je vends. Vendre, c'est pas compliqué. Ce qui est fin, c'est acheter. D'accord. Mais écoute Bernard, je te remercie de la visite.
Et puis j'espère que ça va continuer, parce que quand même, c'est super beau métier ce que tu fais, quoi. Eh ben, j'espère que vous entendrez parler de bois de lutherie encore quelques années. Merci. Merci.